Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Ces nouvelles frappes réciproques entre les États-Unis et l'Iran. S'agit-il encore vraiment d'entaille au cessez-le-feu ou de la fin de facto de la trêve? On y reviendra dans le journal de 11 h. Cette deuxième nuit de violence à Belfast, en Irlande du Nord, manifestation xénophobe attisée par l'extrême droite britannique organisée après l'agression au couteau d'un homme d'une quarantaine d'années par un réfugié soudanais. La famille de la victime a lancé un appel au calme. Et puis c'est le rendez-vous des amoureux du foot tous les 4 ans. La Coupe du Monde du ballon rond, coup d'envoi ce soir au Mexique, pays hôte Afrique du Sud. La compétition va se jouer dans 3 pays entre 48 équipes, c'est du jamais vu. Coupe du Monde de la démesure sur fond de tensions géopolitiques très fortes. S'impatienter de ce qu'il va se passer sur les terrains de jeu n'empêche pas de se questionner sur les à-côtés de ce mondial 2026. Rarement la compétition aura été à ce point perturbée par les tensions internationales et l'impact de la politique de l'un des pays hôtes, en l'occurrence celle de Donald Trump. Un président américain sans lequel cette coupe n'aurait jamais vu le jour, a dit hier soir l'homme auquel on va s'intéresser de près ce matin. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, un homme tellement puissant que certains disent de lui qu'il a plus de poids sur la planète que le pape. Un homme controversé qui est partisan du toujours plus. Quel risque fait-il peser sur le football mondial aujourd'hui? C'est Parlons-en avec Samuel Ravierenia, Nicolaxis Martov et Kevin Vessière qui va nous rejoindre dans un instant. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Samuel Ravierenia et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à Libération et vous avez co-signé il y a quelques jours un grand dossier consacré au patron du foot mondial auquel on s'intéresse aujourd'hui. Et à la fin, c'est le business qui gagne, c'était le titre de Libé. On va en parler bien sûr ensemble. Et puis à distance avec nous, Nicolaxis Martov. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et merci d'être là, vous êtes journaliste. Asso Foot, je le disais à l'instant, rêver de la fête n'empêche pas de parler des sujets qui fâchent. Pouvait-on lire dans Libé il y a quelques jours, Samuel, de surcroît quand on parle du sport le plus populaire du monde, du langage peut-être le plus universel qui soit, le football, à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 avec le match donc d'ouverture Mexique-Afrique du Sud. Arrêtons-nous donc sur le foot business et celui qui l'incarne aujourd'hui. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui a d'ailleurs donné une conférence de presse hier soir et on l'entendra tout à l'heure pour se mettre en jambe ces quelques images et on se retrouve juste après, images commentées par Alice Brogard. Du coup d'envoi au stade Aztec de Mexico à la finale au MetLife Stadium dans le New Jersey, il n'en restera qu'une. Une seule équipe pour décrocher la coupe sur les 48 en lice. Pour cette édition 2026, la FIFA a vu les choses en très grand, avec pour la première fois une compétition organisée dans 3 pays différents, Mexique, États-Unis et Canada. À Toronto, la ferveur envahit déjà les supporters, comme ce touriste panaméen. C'est incroyable. Depuis notre arrivée, il règne une ambiance formidable. Tout le monde est de super bonne humeur. Et pouvoir regarder le Panama disputer sa deuxième Coupe du Monde, c'est absolument exaltant. Un mondial placé sous le signe de la démesure, avec 16 équipes de plus que lors des éditions précédentes. Le calendrier a été allongé de 10 jours pour faire tenir les 104 matchs, avec l'instauration d'une étape supplémentaire, les 16e de finale. Mais cette profusion des rencontres n'a pas fait chuter les prix. Ces derniers mois, les supporters ont dénoncé des tarifs exorbitants. Des critiques balayées par le président de la FIFA, alors même que plusieurs enquêtes sont en cours. Si on les vendait à un prix inférieur, les billets se seraient vendus sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés, ce qui est parfaitement légal dans ce pays. Et où irait l'argent alors? Eh bien, ceux qui organisent les activités du marché secondaire ou du marché noir, et non au football. Cette Coupe du Monde bat aussi tous les records en matière d'impact écologique. Selon une ONG britannique, l'événement devrait émettre plus de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit la Coupe du Monde la plus polluante de l'histoire.
Voilà, je salue Kevin Vessière qui nous a rejoint. Bonjour Kevin. Bonjour. Fondateur du média FC Géopolitique, expert en géopolitique du sport, auteur de Mondial 2026. Précisément, on est dans le sujet qui est sorti aux éditions Max Milo. Nicolas Xismartov, la première question, elle est pour vous. J'ai oublié de signaler le titre de votre dernier ouvrage, Nicolas, latéral gauche, figure du foot politique, qui est sorti aux éditions Libertaria. Alors on le disait, ce mondial baptisé officiellement United 2026 est le premier de l'histoire à se dérouler dans 3 pays et il devrait être, et c'est ce que disait le sujet à l'instant, l'un des pires en matière d'empreinte carbone. 104 matchs, 48 équipes, 16 stades d'Amérique du Nord allant de Vancouver à Mexico en passant par San Francisco et Boston. Gianni Infantino s'était pourtant engagé il y a plusieurs années à réduire de moitié les émissions de la FIFA en termes de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Promesse non tenue cette fois-ci, Nicolas, et ça ne va pas aller en s'améliorant pour les prochaines éditions. D'abord, qui est-ce qui croit encore à la parole ou aux promesses de Gianni Infantino? Mais je dis ça de manière très cynique parce que c'est quelqu'un qui, chaque édition, vous explique que ça sera la plus belle Coupe du Monde, que tout se passe bien, que le dirigeant du pays concerné, avant c'était Poutine, est son meilleur ami et que tout est génial. Donc ce que peut raconter Gianni Infantino n'a aucune valeur. Ce qu'il a raconté hier en conférence de presse également, il avait expliqué au Qatar que tout allait bien, qu'il se sentait migrant, gay, dans un pays où ces gens-là mouraient sur les chantiers, où les gays étaient internés. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop l'écouter. Sur la question du gigantisme des événements sportifs, la Coupe du Monde n'est pas la seule concernée. On arrive à des seuils de folie. Mais comme il l'a très bien dit, par contre, et il faut comprendre comment fonctionne le système de la FIFA, il a besoin d'engranger un maximum de profit et d'argent pour pouvoir continuer à distribuer de l'argent aux fédérations nationales et en même temps, de ce fait, acheter leur voix pour continuer à être président. C'est un système complètement fou, mais c'est la réalité de ce qu'est la FIFA. Et donc, peu lui importe ce qui peut se passer, que des personnes ne puissent pas rentrer sur le territoire américain, que les prix des places éloignent les catégories, on va dire, même simplement classe moyenne. Ce qui compte, c'est à la fin les 13 milliards que la FIFA va encaisser, qui va pouvoir en partie reverser aux fédérations pour continuer à être président. Et le régime, les problèmes géopolitiques, etc., il a décidé de s'asseoir dessus. C'est un des reproches que lui fait Sepp Blatter, qui avait essayé de construire, alors Dieu sait que ce n'est pas un saint, une FIFA qui siège ou qui se place à la même hauteur que les États. Et là, il voit quelqu'un qui est prêt à toutes les bassesses pourvu que l'argent rentre. Sepp Blatter, son prédécesseur à la tête de la FIFA, on y reviendra. Alors effectivement, venons-en à lui, Gianni Infantino, le visage de la dérive, selon certains, qui menace le sport le plus populaire du monde. C'est ce que vous écriviez dans Libé il y a quelques jours, Samuel, qui dirige la FIFA depuis 10 ans, comme jamais avant lui, à la tête effectivement d'une multinationale florissante. La FIFA va gagner beaucoup d'argent lors de cette édition 2026. Son portrait tout de suite avec Marc Pope. To the World Cup. I told them and I promised them that... Caméra, Gianni Infantino s'est imposé au fil des années comme le visage du football mondial. Un poste qui n'était pourtant pas prédestiné à ce juriste né en Suisse de parents immigrés italiens. Fan de l'Inter Milan, il intègre dès 2000 le département juridique de l'UEFA, grimpe les échelons jusqu'à devenir le bras droit de Michel Platini. En 2016, il accède à la présidence de la FIFA, tandis que Sepp Blatter et Michel Platini sont rattrapés par les scandales. Être président de la FIFA est un honneur incroyable, un privilège incroyable. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Michel Platini n'a d'ailleurs pas de mots assez durs pour parler de son ancien collaborateur qu'il accuse d'avoir viré autocrate et notamment d'avoir œuvré en coulisses pour qu'il ne soit pas élu président de la FIFA. Plus qu'un sport, pour Gianni Infantino, le football est avant tout éminemment politique. Il s'affiche volontiers aux côtés de Vladimir Poutine ou encore de l'émir du Qatar, dont il défend corps et âme l'organisation du Mondial 2022, malgré les soupçons de corruption et les drames humains sur les chantiers des stades. Le fait de donner ces leçons de morale est toujours du même côté, c'est de la pure hypocrisie. Il érige aussi un peu plus le football au statut de business en changeant le format de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes pour attirer toujours plus de sponsors. Sa rémunération annuelle s'établit aujourd'hui à environ 5 millions d'euros, soit 4 fois plus que le salaire annoncé lors de sa prise de fonction.
Alors Samuel Ravierenia, Gianni Infantino, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde. Je le disais tout à l'heure, certains le comparent à des chefs d'État, voire disent de lui qu'il est plus puissant que le pape. C'est pas de trop ? C'est quelqu'un qui s'est beaucoup affiché depuis qu'il a été élu à la FIFA avec les plus grands dirigeants du foot mondial. On l'a vu assister à des événements très importants, assister à, par exemple, à la signature de l'accord de paix à Sharm el-Sheikh sur Gaza, où c'était le seul non-chef d'État sur la photo officielle de signature. On l'a vu se rendre à la Maison-Blanche très régulièrement. On l'a vu assister au premier rang à l'inauguration, à l'investiture de Trump en janvier 2025. Donc c'est quelqu'un qui se pose beaucoup avec les leaders mondiaux, qui aime cette proximité aussi. Et donc on le voit très proche de Trump en amont de la Coupe du Monde 2026 qui arrive, est beaucoup plus proche de lui que des présidents mexicains ou canadiens, chefs d'État. Et on l'a vu auparavant très proche de Poutine avant la Coupe du Monde 2018. Qui lui a remis une médaille de l'amitié, je crois, Exactement, en 2018. la plus haute distinction qui existe en Russie. On le voit très proche du président du Rwanda aussi. C'est quelqu'un qui entretient des relations de proximité avec les plus grands leaders, y compris des dirigeants autoritaires. C'est vrai que la présence de Gianni Infantino l'automne dernier, au moment de la signature à Sharm el-Sheikh en Égypte de l'accord de paix entre Israël et le Hamas pour mettre un terme à la guerre à Gaza, ça interroge. Qu'est-ce que le patron du foot mondial faisait là ? Ça interroge, mais ce n'était pas une première, puisque déjà Gianni Infantino, c'est le premier responsable sportif à avoir été invité à l'investiture de Donald Trump pour son second mandat. Après, on sait que maintenant, il se considère comme le puissant parmi les puissants, voire un chef d'État ou un supra-chef d'État, parce qu'il est à la tête d'une organisation de 211 fédérations membres, donc quasiment des États, donc plus d'États que l'ONU, qui pèsent beaucoup de milliards de dollars. On a vu aussi que maintenant, il se considérait comme l'ami de Donald Trump, et parfois il modifie son agenda pour en tout cas suivre Donald Trump dans sa tournée au Moyen-Orient en juin dernier, alors que finalement il avait un congrès de la FIFA en même temps, donc ça interroge aussi. Mais non, c'est parce que Gianni Infantino, il veut s'afficher en tout cas aux côtés des puissants. La problématique, c'est que là, la relation qu'il veut montrer avec Donald Trump, cette relation d'amitié, on voit très, très concrètement qu'il y a une relation finalement de courtisan vis-à-vis de Donald Trump, illustrée par la remise de ce prix de la paix de la FIFA qui n'a plus encore moins de sens aujourd'hui, et le fait que cette Coupe du Monde, elle est cannibalisée par l'administration Trump et que c'est une Coupe du Monde où on se conforme aux règles des États-Unis et où la FIFA ne veut pas en tout cas contrecarrer les plans américains, de peur en tout cas de derrière après se voir critiquer sur cette compétition. Bon, on se couche devant la politique migratoire notamment de l'administration Trump, et ça a été illustré cette semaine avec cette expulsion d'un arbitre de la FIFA somalien retourné au pays, interdit d'entrer sur le territoire américain, soi-disant parce qu'il y avait des choses dans son dossier qui compliquaient la tâche. On va y revenir dans un instant sur ces liens compliqués, en tout cas non, ces liens affichés simples avec le président américain, mais qui disent beaucoup. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur son parcours, Samuel et Nicolas. On l'a dit dans le sujet, Infantino, c'est un fils d'immigrés italiens débarqué en Suisse dans les années 60. Il est venu du foot d'en bas. Ce que vous racontez dans Libé, Samuel, c'est que l'histoire de Gianni Infantino, c'est l'histoire d'une forme de revanche sociale ? Oui, c'est l'histoire d'un enfant de Valais, d'un canton du sud de la Suisse, fils d'immigrés italiens, comme vous disiez, qui a commencé par le foot amateur et qui après est devenu juriste et à 30 ans entre à l'UEFA, donc à la Fédération européenne, la Confédération européenne du foot, où il a grimpé les échelons au fur et à mesure pour devenir secrétaire général en 2009. Et de là, il est devenu un dirigeant très important, plutôt dans l'ombre, pas très connu jusqu'à 2015, qui est la date du plus grand scandale de corruption que la FIFA ait connu. Le FIFA Gate. Exactement, qui coûte son poste à Sepp Blatter dont on parlait auparavant. Sepp Blatter démissionne. Platini, qui dirige alors l'UEFA, est favori. Une nouvelle affaire le rattrape, donc il démissionne, il renonce plutôt à son tour à succéder à Blatter, et c'est là qu'il surgit et qu'à la surprise générale à ce moment-là, donc on est début 2016, il est élu à la tête de la FIFA. Oui, c'est important de rappeler, Nicolas Xismartov, qu'aujourd'hui, Gianni Infantino est partout, mais en 2016, 2015, c'est un plan B, celui qui aurait dû prendre la tête de la FIFA à l'époque, et on l'a rappelé, il avait été rattrapé par des affaires dont il a été d'ailleurs depuis blanchi. C'est le Français Platini. Lui, initialement, il n'aurait pas dû être là, et depuis, il a été réélu 2 fois, je crois.
Oui, c'est un homme d'appareil. C'est quelqu'un qui a très bien compris comment fonctionnait la FIFA et il faut pas non plus le surestimer. C'est-à-dire que s'il reste en place, c'est aussi qu'on veut bien qu'il reste en place. C'est que la structure interne de la FIFA, les différentes confédérations qui rassemblent donc les fédérations internationales par continent, ils trouvent leur compte et que les petites fédérations notamment reçoivent des fonds dont on ignore parfois où est-ce qu'ils arrivent et s'ils viennent effectivement soutenir le fameux foot en bas. Mais c'est quelqu'un donc qui a cette logique-là et qui n'a pas, je pense, il aime dire qu'il est aussi influent que le pape, mais il n'a pas de vision politique, il n'a pas de perspective d'influence du football. Il est plutôt toujours dans la roue des puissants, il est toujours à leur service. Et il faut bien comprendre aussi peut-être son complexe, c'est que Michel Platini, c'est un immense footballeur international. On peut en penser ce qu'on veut. Et effectivement, dans les affaires qui lui ont coûté sa place, et maintenant qu'il a été blanchi, il revient devant les tribunaux pour demander des comptes à la FIFA. Mais Michel Platini était annoncé comme le successeur de Blatter avec un statut et une aura énorme à travers le monde. Et que Gianni Infantino, il n'a pour lui que sa parfaite maîtrise des arcanes du fonctionnement de la FIFA et sa capacité à être un valet au sens ancillaire, au sens de service auprès des puissants. Et donc, on est un peu dans cette nouvelle configuration du football. Mais cela dit, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Ce que nous vivons dans le football, dans le comportement, par exemple, des USA à travers les visas et ces questions-là, c'est ce que les États-Unis font depuis 2 ans, depuis le retour de Donald Trump. Il n'y a juste plus de parenthèses enchantées. Il n'y a plus d'impunité, entre guillemets, du monde du football qui peut faire croire 5 minutes que le monde s'arrête de faire la guerre et d'être méchant quand le ballon roule. Là, pour le coup, Donald Trump n'en a plus grand-chose à faire. Et ça prouve aussi, là, pour le coup, les limites de ce qu'est Gianni Infantino, y compris pour défendre les intérêts du football et de la FIFA. Oui, ce qui touche aujourd'hui les arbitres ou je pense aux supporters sénégalais interdits d'entrer sur le territoire américain, touche nombre de personnes dans les États-Unis de Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Pour revenir sur Michel Platini, il dit de Gianni Infantino, c'était un bon numéro 2, mais pas un bon numéro 1. Il aime les riches et les puissants. Il a viré autocrate depuis la pandémie de Covid-19. Effectivement, Covid-19, oui. Michel Platini a porté plainte contre lui et 2 anciens responsables de la FIFA pour trafic d'influence et dénonciation calomnieuse. Un mot du fonctionnement de la FIFA. Vous l'avez dit, elle est composée, enfin ses membres sont les fédérations nationales, 211 aujourd'hui. Les conditions de sa première élection, on les a évoquées. Selon ses détracteurs, il aurait pratiqué un clientélisme à la limite de la légalité. Et ces réélections se font par applaudissement, c'est ça? Ça se passe comme ça, la FIFA? Ça ne se fait pas par applaudissement, mais là, s'il a été réélu pour une 3e fois, parce que la première élection, vu que c'est le remplacement de Blatter, on ne considérait pas ça comme un véritable mandat, mais c'en était un. Et donc la dernière fois, il a été réélu par applaudissement, sans opposition. Donc ça pose question en tout cas sur la gouvernance et la démocratie de la FIFA. Après, la FIFA, il ne faut pas se le cacher, ça n'a jamais été une organisation démocratique. Ses prédécesseurs, Sepp Blatter, il avait été élu depuis plus de 10 ans, il n'y aurait pas eu FIFA Gate, il aurait continué. Son prédécesseur avant lui, il y avait eu Joao Havelange, il était là aussi depuis 20 ans. Et il y avait aussi un certain clientélisme avec des fédérations asiatiques où il commençait à financiariser la Coupe du Monde, où aussi il y avait en tout cas des soupçons de pot de vin. Donc c'était pas en tout cas une première. Par contre, ce qui est différent, c'est que Infantino, lui, son programme, c'était de dire on va plus parler de la FIFA comme une mafia du football, on va essayer de faire que ce soit transparent et d'ouvrir un peu plus en tout cas nos comptes et en tout cas de faire en sorte qu'on soit une organisation beaucoup plus responsable. Le fait est que c'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'on considère toujours que voilà, la FIFA c'est une organisation quasi nébuleuse, enfin voilà, comme aussi une mafia du football, et que il s'adapte finalement là à l'agenda de Donald Trump, et on peut instrumentaliser sa Coupe du Monde sans forcément qu'il y ait de critiques derrière. Alors que pour le cas de la Russie 2018 ou le Qatar 2022, qui avait besoin de cette Coupe du Monde, en tout cas pour exister, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Il y avait des règles qui avaient été adaptées en amont de la compétition pour créer cette bulle sportive. Pour revenir sur la façon dont Gianni Infantino se maintient à la tête de la FIFA, bon, il y a aussi une question effectivement de concurrents dans le paysage. Dans l'IB, vous racontez comment il est parvenu, d'ailleurs en étant un peu champion du monde de l'empreinte carbone, pour le coup, à draguer, si vous me passez l'expression, nombre de fédérations africaines notamment. Oui, en fait, je pense qu'il y a une question importante par rapport au clientélisme dont vous parliez, qui est la question de la manière dont sont élus les présidents de la FIFA, avec chaque fédération qui a un vote. Quelle que soit la taille de la fédération, c'est exactement, ça ? Ce qui génère, ce qui permet des attitudes dans lesquelles les financements importants que la FIFA distribue grâce à l'argent dégagé
par les compétitions dont la Coupe du Monde. Ça, c'est son cahier des charges. Exactement. Ouais. Qui permettent aux fédérations de développer le foot et des infrastructures, etc. Et aussi d'enrichir les fédérations. Ont un rôle de fidélisation et permettent de se garantir les votes des fédérations. C'est-à-dire que plus la FIFA et Infantino distribuent d'argent aux fédérations, plus elles augmentent les chances d'avoir leur vote en retour, ce qui vaut aussi d'ailleurs pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde a été élargie à 48 équipes, donc il y a davantage d'équipes qui participent, donc qui vont être amenées à être satisfaites de la présidence Infantino. Donc là, on est dans quelque chose qui est à la limite entre financer le foot et permettre le développement du foot dans des pays où il est moins développé. Ce qui est important. Ce qui est important, tout à fait. Et du clientélisme pour se garantir les votes de chacune des fédérations. Le foot, selon Gianni Infantino et la FIFA, c'est toujours plus sur le terrain. On l'a évoqué brièvement, le passage de 32 à 48 équipes qualifiées pour cette édition 2026. C'est quoi le problème, dans le fond, Nicolas Xismartov, de ce format XXL? On pourrait se dire, plus de matchs il y a, plus d'heureux il y a, de pouvoir regarder jusqu'au 19 juillet, je crois, plus d'un mois de mondial de foot. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? C'est un problème pour bien de raisons. Alors, il y a la question écologique, je suis désolé de revenir dessus, mais plus de pays participants. Alors déjà que c'est à l'échelle d'un continent que se déroule la compétition, puisque c'est Mexique, États-Unis, Canada. C'est donc éventuellement de supporters, de touristes, plus de circulation à l'intérieur de cet immense ensemble entre les différentes villes qui accueillent les compétitions et les pays. Donc c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'était une réponse, c'est-à-dire de la part d'Infantino pour satisfaire les fédérations, notamment les plus petites, pour qu'elles aient le sentiment qu'elles aussi puissent participer à la fête et, entre guillemets, récupérer un peu d'argent. C'est vrai que sur le fond, on est tous très heureux de voir Haïti, Curaçao, l'Irak, des fédérations de ce style et de cette sélection de cette catégorie, ou la Nouvelle-Zélande pour l'Océanie, venir jouer cette Coupe du Monde. La Nouvelle-Calédonie a même failli le faire, mais il aurait eu un autre système qui aurait consisté par exemple à réduire la part que prenaient les équipes européennes ou sud-américaines en laissant plus de place à l'Afrique et à l'Asie et à l'Océanie. Étrangement, ça n'a pas été choisi. La raison d'être de cette décision, c'est l'argent. Plus de droits télé, plus de ventes de billets, davantage de fédérations satisfaites qui vont recevoir de l'argent. On est dans cette logique. Je ne sais même pas si on peut parler de clientélisme, tellement ça se déroule à visage découvert et personne n'est dupe. Mais voilà, mais ce qui est la logique de dire que tout le monde doit participer à cette Coupe du Monde et que même des petites nations ou des continents où le football est moins développé puissent venir, était très bonne. Mais il suffisait simplement de sortir de cette suprématie absolue qui est celle de l'Europe et de l'Amérique du Sud sur le nombre de pays sélectionnés. Ça n'a évidemment pas été choisi pour des raisons, une fois encore, économiques. Oui, sachant qu'il faut rappeler que, sauf erreur de ma part, la version de cette Coupe du Monde 2026, c'est le souhait personnel, la façon dont elle se passe d'Infantino. Cette coupe, c'est sa coupe. C'est le premier mondial qui a été organisé, dont l'attribution a été décidée sous sa présidence. Je voyais faire nom de la tête sur ce qui venait d'être... Oui, parce que pour ce mondial à 48 équipes, c'était à la base une idée de Michel Platini. Et après, finalement, elle a été votée en 2017. Et l'idée de base, même si après, effectivement, il y a cette histoire de une voix égale une fédération. Donc, si j'ouvre plus ma compétition, ça permet en tout cas de récupérer plus de voix vis-à-vis des fédérations. L'idée de base, c'était quand même d'accueillir plus de nations, notamment africaines et asiatiques. Africaines parce que le niveau de jeu augmente et que le Maroc a été demi-finaliste, notamment de la Coupe du Monde par la suite, ça l'a prouvé. Et asiatiques avec l'idée de faire entrer l'Inde ou la Chine à une Coupe du Monde. Et ça aurait été très compliqué, en tout cas, d'abaisser le seuil des équipes européennes et des équipes d'Amérique du Sud. Donc l'intention était bonne sur le papier, c'est un peu ce que disait Nicolas. Oui, mais voilà, c'est un peu l'image de la FIFA. C'est qu'à chaque fois, l'intention de la FIFA est bonne sur le papier, mais en fait, très vite, c'est surtout pour augmenter les revenus, des cycles de revenus liés aux Coupes du Monde, et surtout, avec ce système effectivement de vote, comme vous l'avez rappelé, de faire en sorte de favoriser le plus de fédérations pour avoir le plus de voix, et que s'il y a un candidat qui vient s'opposer au président actuel,
il n'aura pas de marge de voix pour le contrecarrer. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, la FIFA va gagner beaucoup d'argent. Plus il y a d'équipes qui jouent, plus la FIFA gagne de l'argent parce que plus il y a de matchs, c'est ça. Et la FIFA gagne de l'argent comment avec les... Il y a plus il y a de matchs. Après, voilà, s'il gagne beaucoup d'argent avec les droits de retransmission télévisuelle. Et puis après, voilà, plus vous avez de matchs. Et puis surtout, si vous le faites dans un territoire où il y a une appétence par rapport à un marché de consommateurs, si on parle en termes de la Coupe du Monde comme un produit, les États-Unis ou le marché nord-américain, c'est quelque chose d'intéressant pour les sponsors. Marketing, pour les... merchandising, voilà. etc. Donc, c'est tout un système. Côté pile aussi de cette, a priori, idée d'ouverture à tous de la Coupe du Monde, ce sont aussi des problèmes pour les joueurs. Nous sommes en juin, c'est la fin des grandes compétitions, les joueurs sont fatigués. Plus ils jouent, plus ça les fatigue. Et ça, vous racontez dans l'IB que la FIFA n'en a pas grand-chose à faire. Je pense que la question du rythme de jeu, c'est une question que les joueurs posent de manière plus ou moins discrète, mais depuis plusieurs années maintenant, parce que le nombre de matchs augmente très sensiblement et ça menace la santé physique des joueurs. Et il y a un trop-plein, sûrement pour les joueurs de matchs. Ce qu'on voit encore plus avec la Coupe du Monde des clubs qui a été créée par la FIFA aussi, et dont la première édition s'est déroulée l'année dernière, et qui répond à la même logique. Aux États-Unis déjà. Ouais. Tout à fait. Et qui répond à la même logique de plus de matchs pour plus de revenus et qui s'est déroulé sur une période, l'été, année impaire, lors de laquelle qui permettait aux joueurs qui jouaient en général les Coupes du Monde ou les Euros, les étés 2024-2026, de se reposer un petit peu. Donc là, on arrive sur une optimisation maximale du temps qui existe dans une année, avec beaucoup de matchs tout le temps. Et pour la FIFA, c'est l'objectif d'augmenter les revenus dont elle dispose. Le foot business, Nicolas Xismartov, c'est vraiment au détriment de l'intérêt des joueurs, parce qu'on peut se dire que la Coupe du Monde, j'imagine, c'est quand même le Graal quand on est joueur de football. Oui, alors sur la question des rythmes et du nombre de matchs, qui est une problématique qui est posée par certains footballeurs, effectivement, elle peut concerner particulièrement ceux qui évoluent en Europe et qui sont sur 3 ou 4 tableaux, c'est-à-dire ils jouent les compétitions comme la C1, plus leur championnat, plus les sélections, plus donc la Coupe du Monde qui arrive en bout de course, sachant que par ailleurs, il y a une multiplication des compétitions de la FIFA. Dans son souci de faire davantage d'argent, on a instauré une Coupe du Monde des clubs qui s'est déroulée aux États-Unis d'ailleurs. Donc on est dans un accroissement du nombre de matchs, mais qui concerne fondamentalement un noyau plutôt restreint de grands joueurs qui sont sur tous les tableaux. Maintenant, c'est une vraie problématique. Je ne veux pas négliger la question de la santé des footballeurs. Mais on revient toujours à la même logique, c'est-à-dire que la FIFA, pour augmenter constamment ses revenus, elle n'a pas non plus beaucoup de leviers. Et donc, à part augmenter le nombre de matchs, à part multiplier les compétitions, à part accroître les places dans les stades, trouver de nouveaux droits télé, même si elle a du mal, par exemple en Chine ou en Inde, elle s'est heurtée à un mur parce que les pays n'étaient même pas qualifiés. Mais à part ces leviers-là, elle n'en dispose pas de beaucoup. Donc, on est parti dans cette logique. Elle ne va pas rentrer dans une perspective de sobriété, la FIFA. Infantino, il n'est pas dans même lui, à titre personnel, dans cette perspective. Il a des revenus annuels qui sont ceux des footballeurs, des grands footballeurs professionnels. Donc, à un moment, voilà, on comprend bien dans quoi on est enfermé. Et à côté de ça, donc, ça laisse évidemment la fenêtre et la porte ouverte à toutes les évolutions et les dérives politiques, parce que du moment que l'argent coule à flot, ferme les yeux. Oui, on l'a rappelé dans son portrait, vous évoquiez sa rémunération en disant elle a quadruplé à Gianni Infantino personnellement à 5 millions d'euros par an, et on le disait, ça ne va pas aller effectivement vers la sobriété. La Coupe du Monde de 2030, sauf changement de programme, ce sera sur 3 continents. C'est vrai qu'on se demande quel peut être le coup d'après, une Coupe du Monde dans l'espace. Le coup d'après, on le sait, 2034, ce sera en Arabie Saoudite, mais ce sera du coup aussi une Coupe du Monde avec autant de polémiques qu'on a pu voir au Qatar, sauf que la plupart des stades sont déjà en tout cas construits. Par contre, la prochaine Coupe du Monde 2030, effectivement, 3 continents. Donc, ceux qui organisent les 3 co-pays hôtes, c'est Maroc, Portugal, Espagne, parce qu'effectivement, avec 48 équipes et avec des coûts d'organisation qui dépassent les 10 milliards de dollars, un pays seul, mis à part quelques pays, ne peuvent pas l'organiser. Et vu que c'est les 100 ans, en tout cas, de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde a eu lieu en 1930 en Uruguay, il y aura des matchs qui seront, en tout cas, en Amérique du Sud. Voilà, pour, en tout cas, célébrer ce centenaire de Coupe du Monde, mais qui pose aussi question par rapport à ces questions
de coût écologique de la Coupe du Monde, de Coupe du Monde des grandeurs, et surtout en fait qui pose question par rapport au discours de la FIFA, qui est un discours très porté parfois sur l'inclusion, ça pose aussi question pour cette Coupe du Monde, mais aussi sur l'impact carbone. Et là pour le coup, cette Coupe du Monde là sera aussi la Coupe du Monde de la démesure avant celle de 2034 en Arabie Saoudite où le coût écologique ne sera pas une variable d'ajustement sur ce mondial. D'ailleurs, la FIFA, je l'ai appris en préparant cette émission, qui est née en France, 1904, la Fédération internationale de football association qui a pris de l'ampleur après. C'est un Jules Rimet, un Français, qui a inventé le concept de la Coupe du Monde aux alentours des années 1920. Alors, dérive du foot, toujours plus d'argent, toujours plus de sollicitations pour les joueurs, mais on a entendu pour un noyau assez resserré des stars du ballon rond. Et dérive, on l'évoquait au début de cette émission, géopolitique. Gianni Infantino affiche volontiers son amitié avec les puissants, à commencer donc par le président Trump, auquel il a rendu, le fallait-il, encore un nouvel hommage hier soir, en affirmant que sans le président américain, rien ne serait arrivé. Trump et Infantino, la bromance, on va voir ces images commentées et on se retrouve juste après. Au lancement de la Coupe du Monde 2026, certains diraient que le président de la FIFA a remporté son pari. J'ai parlé à Gianni ce matin, il est fantastique, c'est le boss. Mais pour beaucoup, la proximité entre Gianni Infantino et Donald Trump est allée trop loin. Ces dernières années, il est devenu un habitué du bureau ovale. Toujours ravi d'être ici, à la maison. Infantino a assisté à l'investiture de Trump en 2025 et à la première réunion du Conseil de la paix du président américain. Le patron de la FIFA y portait même une casquette avec les dates 45-47 sur le côté en référence au mandat de Trump. C'est réservé aux gagnants. Et puisque vous êtes un gagnant, bien sûr, vous pouvez le toucher. Je peux le garder ? Et le patron de la FIFA n'a pas raté une occasion auprès de Trump. Et voici le premier billet pour la finale. C'est pour vous. Rangée 1, siège 1. L'an dernier, la FIFA a loué des bureaux dans la Trump Tower. Et après avoir fermement défendu la candidature de Trump au prix Nobel de la paix, Infantino lui a trouvé un prix de consolation. Le tout premier lauréat du prix FIFA de la paix. Quelques mois avant que Trump ne lance une guerre avec l'Iran, pays participant à la Coupe du Monde. Cette initiative a suscité la colère de nombreux responsables du football qui estiment qu'elle viole les statuts de la FIFA qui impose une stricte neutralité politique. Selon moi, les prix remis par Infantino à Donald Trump faisaient partie d'une stratégie de gestion des risques, destinée essentiellement à calmer les tensions et à éviter les perturbations politiques. Mais bien sûr, Donald Trump est un personnage très imprévisible. Tous les efforts d'Infantino n'ont pas porté leurs fruits. Malgré sa promesse que tout le monde serait le bienvenu à la Coupe du Monde, l'administration Trump a maintenu des restrictions de visa, empêchant notamment des supporters haïtiens, des responsables iraniens et un arbitre somalien d'entrer aux États-Unis. Et oui, à propos de l'entraîneur somalien, à nouveau, je le rappelle, homologué par la FIFA pour arbitrer l'un des matchs. J'ai dit entraîneur, mais c'est un arbitre, bien sûr. Nous ne contrôlons pas tout, a dit Gianni Infantino hier soir lors de sa conférence de presse, pour expliquer. Mais c'est vrai que peut-être vous pouvez nous éclairer sur ce point. Quel pouvoir a la FIFA quand une Coupe du Monde, par rapport à un pays hôte, elle doit se soumettre à la politique, notamment migratoire, du pays dans lequel se déroule la Coupe du Monde? La plupart des gens de la FIFA à qui j'ai parlé pour l'article dont vous parliez tout à l'heure expliquent que c'est normal de chercher à avoir des relations convenables, des relations durables avec l'organisateur parce que... Oui, on pourrait dire que c'est une forme de pragmatisme pour s'assurer du succès de la compétition. Voilà, qui a besoin de travailler ensemble, mais qu'en revanche, la manière dont Infantino... la proximité qu'il a avec Trump est complètement excessive parce qu'il fait sa politique à plusieurs reprises. Par exemple, lorsqu'il lui offre en Mondovision ce trophée de la paix, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire, qui relève de la flagornerie. Voilà. Et donc là, on est dans des stratégies où Infantino a régulièrement fait l'apologie de la politique de Trump, où il lui a offert ce trophée dans des conditions dont le reportage parlait, c'est-à-dire les conditions, ça faisait 2 ans que Trump était quelqu'un qui marchait sur la démocratie et qui pourchassait les migrants comme il continue à le faire lors de cette... aujourd'hui encore.
Donc on est dans une stratégie et des attitudes qui sont largement supérieures à ce que les autres dirigeants de la FIFA ou Infantino même jusque-là avaient fait. On est dans un rapport très très proche. Et c'est flagrant de voir aussi à quel point Infantino est proche de Trump et pas de Sheinbaum au Mexique ou du nouveau présidente mexicaine, président canadien, Premier ministre. Premier ministre canadien, pardon, dont je n'ai plus le nom. Moi non plus, mais c'est pas grave, allez-y. Oui, Marc Carney, bien sûr. Exactement. Marc Carney, oui. Et donc on est dans, voilà, c'est ça, une proximité extrêmement forte et qui est marquante. Oui, tout à fait. Et pour revenir à précisément cette relation aussi, elle est singulière entre Gianni Infantino et Donald Trump. Et je crois que vous le racontez dans l'IB, mais à SoFoot aussi, Nicolas Xismartov, c'est qu'il y a quelque chose de très commun entre les deux hommes. Infantino a construit autour de lui, et ceux qui essaient de travailler sur lui le constatent, une espèce de muraille. Et dans son cercle très proche, des gens qui sont désavoués, qui sont tout à fait fidèles au chef, quoi. Un peu comme Donald Trump l'a fait à la Maison-Blanche. Ils ont beaucoup de points communs parce qu'ils ont un rapport à la vérité et à la réalité qui est très, on va dire, distancié et parfois indécent. Je rappelle que il y a un clip vidéo qui tourne où on voit un projet lié au comité de la paix qu'a mis en place Donald Trump en association avec la FIFA pour, entre guillemets, qui aiderait Gaza à se relever grâce au football qui est juste surréaliste, déconnecté du réel. Ils ont ce point de vue-là, c'est-à-dire que la réalité, ce n'est pas ce qui se passe, la réalité, c'est ce qu'on raconte, c'est ce que nous on dit. Le deuxième point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas un grand rapport et un grand amour pour tout ce qui pourrait être contre-pouvoir, démocratie, transparence, contrairement à ce qu'ils proclament. Enfin, ils ont des intérêts communs très forts, c'est-à-dire que Donald Trump, il veut absolument depuis toujours utiliser le sport à son service pour sa gloire personnelle, dans cette espèce de stalinisme de droite complètement délirant. Il veut imprimer des billets à sa tête, je pense qu'il va bientôt rajouter son visage au Mont Rushmore. Enfin, il est vraiment là-dedans. Il organise les cérémonies du 250e anniversaire des États-Unis sont en fait liées à son anniversaire personnel et à sa gloire personnelle. Et Donald Trump, Gianni Infantino a très bien compris ça, et lui-même essaye absolument de se maintenir et de s'organiser, d'organiser la FIFA comme un système où il ne sera jamais lui-même menacé. Je pense que Donald Trump a cela en commun. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, ils sont là parce qu'on les laisse être là aussi. Enfin, c'est aussi ces questions de rapport de force, de géopolitique et de fonctionnement de ces grandes organisations sportives internationales et en face de ce que sont devenus les États-Unis aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de synergie. L'avantage avec cette Coupe du Monde aux États-Unis, effectivement, le cas de Canada et du Mexique mériterait d'être expliqué. Il y a un grand mouvement social en ce moment au Mexique qui risque de perturber la Coupe du Monde. Mais ce qui passe aux États-Unis est intéressant parce que pour le coup, c'est une Coupe du Monde de la révélation. Plus personne ne peut se voiler la face, ne peut se cacher les yeux, comme on a pu le voir au Qatar et en Russie, où les apparences étaient un peu maintenues. Là, tout est à visage découvert, tout est mis sur la place publique. Et même le discours et les mensonges que répandent Gianni Infantino et Donald Trump ne fonctionnent plus. Il y avait eu quand même beaucoup de choses qui avaient été dites, et notamment par vous, Nicolas. Je me rappelle de votre dernier ouvrage sur le Qatar, et effectivement, la Coupe du Monde au Qatar. Et effectivement, dans nos éditions, on a diffusé ces témoignages de manifestants au Mexique, situation sociale très tendue. Également ce reportage, on a entendu des salariés des stades aux États-Unis demander à être protégés de la police anti-immigration de Donald Trump, ICE, dont ils estiment qu'elle pourrait aller arrêter des travailleurs, notamment en situation régulière, au moment de cette Coupe du Monde. Là-dessus, Kevin Vessière. En tout cas, c'est sûr que on parle beaucoup effectivement que la FIFA, à travers la conférence de Gianni Infantino qu'il a fait hier, il a dit que la FIFA ne pouvait pas tout contrôler, notamment vis-à-vis des États-Unis. La problématique, c'est que souvent, le discours affiché par Gianni Infantino, c'est de dire que la FIFA n'est pas une organisation politique, ou en tout cas, même s'ils ont conscience de cet aspect politique, essayent d'être le plus neutre possible. Mais tous les signes qu'il montre, Gianni Infantino, c'est qu'il politise en tout cas la FIFA et cette compétition, illustrée par ce prix de la paix ou sa proximité avec Donald Trump. Et puis il y a aussi d'autres cas. Là, le dernier cas en date, c'est qu'il y a le maillot de l'équipe d'Haïti serait peut-être en tout cas amené à être modifié parce qu'il y a une référence et une bataille historique sur l'indépendance d'Haïti. Et donc ça, pour la FIFA, c'est un message politique. Mais d'un autre côté, la FIFA politise le débat en s'affichant en tout cas avec Donald Trump, et aussi parfois en ne faisant pas respecter ces normes et de faire appliquer le fait que même des officiels de la FIFA
peuvent participer à la compétition, comme cet arbitre somalien qui finalement ne participera pas. Non, en tout cas, eux, ils ne cherchent pas à comprendre, ils appliquent directement la règle de dire qu'on s'adapte aux règles migratoires du pays hôte. Ce n'était pas le cas pour les précédentes éditions, et c'est vrai que la FIFA n'a pas de rapport de force, en tout cas, pour lequel il peut faire influencer les États-Unis, et surtout, il ne veut pas influencer les États-Unis parce que pour eux, c'est une Coupe du Monde, effectivement, très importante en termes d'enjeux financiers. Gianni Infantino est assez critiqué ici en Europe, mais il me semble, vous le racontez dans l'IB, il reste quand même populaire dans ce qu'on appelle le Sud global. Est-ce que il n'y a pas des choses à mettre à son crédit, notamment de ses mandats successifs? On peut parler, bon, ça peut paraître un détail pour vous, mais c'est beaucoup le congé maternité pour les joueuses professionnelles, des règles de procédure disciplinaire plus protectrices pour les victimes de violences sexuelles. C'est l'un des enjeux du moment. Est-ce qu'il n'a pas fait quand même 2-3 choses utile pour la collectivité, pour le groupe? Je pense que c'est une question de point de vue, effectivement, parce que la Coupe du Monde à 48 et la Coupe du Monde des clubs, de fait, il y a des pays qui entrent dans la compétition, qui la jouent pour la première fois. Il y a des clubs qui vont être mis en valeur à la Coupe du Monde des clubs. Donc, certains pays vont en bénéficier et ça aboutit à une situation dans laquelle les Européens, les fédérations européennes sont beaucoup plus hostiles à Infantino que les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, la plus critique envers la FIFA, c'est celle de Norvège, qui a régulièrement critiqué les comportements d'Infantino et de la FIFA, ou des syndicats de joueurs, par exemple, européens, qui reprochent la multiplication des matchs. En revanche, on a cette situation dans laquelle de nouveaux pays participent à la Coupe du Monde, en bénéficient. Et voilà. Pour adoucir peut-être ce bilan, il y a eu ces mots hier, et Nicolas, vous êtes bien placé pour en parler, à l'égard de notre confrère Christophe Glaise. Lors de sa conférence de presse, il a de façon très symbolique délivré une accréditation à notre confrère qui est détenu en Algérie depuis 1 an. Et il a appelé à sa libération également lors d'une conférence de presse à Mexico. On va l'écouter. Christophe Glaise, qui est le seul journaliste Il y a une sportif. chaise vide dans cette salle. Et ce siège vide est pour un journaliste français, Christophe Glaise, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. J'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle, et qu'il pourra même nous rejoindre ici pendant la Coupe du Monde. Et on a bien sûr une pensée pour Christophe Glaise, grand supporter de football. Nicolas, il travaille notamment pour la rédaction de SoFoot, Christophe Glaise. Bon, vous allez me dire que ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick que ses propos tenus en français. Il aurait pu ne pas le faire aussi. Voilà. Aujourd'hui, on attend surtout la grâce présidentielle, qui est la chose, comme ça a été rappelé, hein, qui est le seul geste qui pourrait libérer Christophe aujourd'hui, puisque ses condamnations ont été confirmées. Il y a sûrement d'autres journalistes qui sont emprisonnés à travers le monde, hein, je tiens à le rappeler. Et RSF, de ce point de vue-là, mène un combat très courageux. Oui, on attend que Christophe soit libéré. Je rappelle qu'il a été emprisonné pour avoir simplement fait son travail de journaliste sportif en Algérie. Et ça serait sûrement une très belle chose s'il pouvait sortir et venir assister à la Coupe du Monde. C'est un grand supporter de foot du Paris Saint-Germain notamment, mais c'est aussi un grand amoureux notamment du football africain. Et il y a quelques équipes qu'il aimerait sûrement voir évoluer lors de cette compétition. Je pense aux léopards, notamment République démocratique du Congo, qualifiée pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 52 ans. On a consacré un de nos reportages dans le journal de 9h aux léopards et à leur légende, notamment pour conclure, Kevin Vessière. Bon, il y a ses propos, ça ne l'engage pas tant que ça. Bien sûr, il aurait pu ne pas le dire, mais il joue gros pour conclure un peu tout ce qu'on a dit. Il joue gros sur cette compétition, Gianni Infantino À la fois, il joue gros et puis à la fois, pas tant que ça, parce que finalement, même si cette Coupe du Monde, alors d'habitude, depuis 2018-2022, beaucoup de polémiques politiques en amont, finalement, on a retenu surtout le fait sportif et le vainqueur. Qui écrase tout. Et voilà. Et donc là, la grande interrogation, c'est de se dire, du fait que c'est aux États-Unis, avec cette politique migratoire, et un Donald Trump avec des décisions irréfléchies qui veut en fait associer la Coupe du Monde à son image, est-ce qu'on va pas retenir finalement une Coupe du Monde politique ou la Coupe du Monde de Trump? Mais même si on retient ça, Infantino, derrière...
les revenus qui seront associés à la Coupe du Monde et les téléspectateurs, même si les supporters, il y a une grande question autour de ça, il y aura, je pense, entre 3 et 4 milliards de téléspectateurs. Il n'y a pas eu de grand appel au boycott comme ça a pu être le cas par le passé. Ça reste une Coupe du Monde à 48, donc les gens vont avoir envie de le regarder. Et derrière, même si la Coupe du Monde a une image négative, il n'y a pas de contre-pouvoir au sein de la FIFA pour le contrecarrer. Donc il a effectivement à perdre au niveau de son image, mais il faudrait véritablement un cataclysme pour que ça ébranle l'organisation de la FIFA. Enfin, comment Infantino l'a en tout cas taillé à son image. Oui, et puis si les Bleus accrochent une 3e étoile à leur maillot, j'imagine qu'on ne parlera pas vraiment d'une Coupe du Monde trop politique. Oui, je pense qu'il faut réussir. Moi, regardez en conscience, quoi. Voilà, réussir à s'enthousiasmer pour le ballon tout en gardant en tête tous les drames que porte cette Coupe du Monde pour les migrants et pour beaucoup d'autres gens, pour l'environnement, de voir une compétition qui est une compétition très problématique du point de vue social, environnemental, et qui reste aussi du jeu. Ça n'empêche pas de s'enthousiasmer pour les rencontres à venir. Les Bleus joueront mardi de la semaine prochaine face au Sénégal. Merci infiniment à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Nicolas Axis-Martov, latéral gauche, figure du foot politique. On vous lit aux éditions Libertaria. Kevin Vessière, on vous lit dans Mondial 2026 qui est sorti chez Max Milo. Et Samuel Ravirenia, votre dossier consacré au patron du foot mondial est à retrouver toujours sur le site internet de Libération. Merci encore. Une émission à revoir en replay, réécouter un podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.